Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du grand oral du bac et essayer de donner des idées de sujets à tous ceux qui sont pas trop inspirés, hein, voir un peu ce que ça donne. Donc là, on va parler d'un sujet pour ceux qui ont pris les spécialités NSI et physique-chimie, parce qu'on va parler des jeux d'artillerie. Alors un jeu d'artillerie, c'est quoi? Les jeux vidéo ont commencé il y a quand même assez longtemps maintenant, et dès le début, on a utilisé des concepts souvent simples pour nous divertir, hein, et ces concepts étaient souvent inspirés des lois physiques, hein. C'est ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle les jeux d'artillerie. Ce sont des jeux au tour par tour qui consistent à éliminer l'adversaire en lui tirant dessus, ce qui permet d'exploiter le modèle de la chute libre. Alors, si on fait une chronologie rapide de ces jeux, il y a eu le premier jeu artillerie en 1976 qui était programmé en basique, et apparemment c'était un jeu textuel, c'est-à-dire il n'y avait pas de graphisme affiché à l'écran à part des lignes de texte qui disaient qu'il fallait rentrer la vitesse initiale d'angle de tir. On te disait oh, bah t'as touché ou t'as pas touché, c'était un peu ça l'idée, hein. C'était vraiment très rudimentaire, mais on était en 1976. Ensuite, en 1980, il y a eu un autre jeu artillerie, hein, le même nom, mais pour les ordinateurs Apple II, en AppleSoft Basic, qui était, lui, le premier jeu d'artillerie graphique. Hein, on voyait vraiment des choses s'afficher à l'écran, c'était beaucoup plus sympa. En 90, on peut citer Tank Wars pour MS-DOS. Après, il y a eu l'excellent jeu de la Team 17 dont on entend parler encore aujourd'hui, Worms, hein, sur console et PC. Et puis, en 2001, il y a eu un autre avancé avec Scorch 3D, hein, où le jeu prend une toute autre dimension, hein, beaucoup plus agréable visuellement, et en plus, il y a du online et tout. Donc voilà, pour une biographie rapide, si vous voulez savoir un peu ce que c'est les jeux d'artillerie, et puis de toute façon, il faut un peu en parler pour étoffer le sujet. Donc, en ce qui concerne le développement de cette question, eh bien, on ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas montrer de programme Python pendant le grand oral, mais ça ne vous empêche pas de créer un prototype rapide en Python, inspiré par le livre Apprendre à programmer avec Python de Gérard Swinnon. Alors quand je dis inspiré, c'est pas un copier-coller du tout, hein. Il y a quand même de grosses différences, hein, mais bon. Je vous mettrai le code Python à la fin de la vidéo. Attention, c'est un prototype, hein, c'est-à-dire que, par exemple, le canon, bon, est assez rudimentaire, et le château, j'ai choisi un simple rectangle, hein, j'aurais pu faire une cible aussi, qui change de couleur à chaque fois qu'on lui tire dessus, qu'on le touche pour bien montrer. Et le logiciel affiche la portée, la vitesse du vent, l'angle de tir, la vitesse initiale, etc. Voilà, c'est juste pour montrer qu'on utilise bien, qu'on exploite bien un modèle physique réaliste, hein. Donc on va revenir sur le modèle de chute libre avec vitesse initiale, hein. Donc du coup on assimile l'obus, parce qu'on sont bien des obus qui sont censés être tirés, à un point matériel, et on néglige les frottements, hein. Hein, dans ce modèle-là, on ne va pas négliger les frottements. Donc dès que l'obus est tiré, il est en situation de chute libre car il est uniquement soumis à son poids, hein. On n'envisage pas d'autre force que le poids. Et on est dans le plan XOY avec l'axe OY vertical et orienté vers le haut. Bon, après, chacun fait comme il veut, il peut l'orienter comme il veut, mais bon. Voilà, et on applique la deuxième loi de Newton, hein, donc somme des forces égale à ma, donc du coup ça fait le poids qui est égal à masse fois l'accélération, donc l'accélération est uniquement égale à l'accélération de la pesanteur, AG. Après, bien sûr, on fait comme dans le cours, hein, on rappelle que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ce qui permet de trouver les deux composantes de la vitesse, les composantes Vx et Vy. Hein. N'oubliez pas qu'on a une composante, une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Mais bon, on fait exactement comme dans le cours. Et une fois qu'on a la vitesse, on en déduit la position, parce qu'on rappelle que la vitesse, c'est l'arrivée de la position par rapport au temps. Et on arrive enfin aux équations qui nous intéressent. Donc on a x égale V0 cos alpha t plus x0, et y égale moins gt carré plus v0 sinus alpha plus y0. Les équations classiques du mouvement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire. Alors, pour trouver la trajectoire, je rappelle que on prend l'équation de x et on isole le t dedans. Ici, on a, comme x égale v0 cos alpha t plus x0, on a donc t égale x moins x0
le tout sur V0 cos alpha. Et cette expression de t, on la remplace dans y. Donc tous les t, on va les remplacer par x moins x0 divisé par v0 cos alpha. Ce qui nous donne un y de x qui a pour expression moins g fois x moins x0 au carré divisé par v0 carré cos carré alpha plus x moins x0 tangente alpha plus y0. C'est une équation un petit peu plus compliquée que celle vue dans le cours, c'est normal parce que là on a des équations, des conditions initiales différentes, hein. C'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est cette équation qui va nous servir à calculer la position de l'obus. C'est vraiment celle-là qu'on met dans le code Python, hein, si on utilise Python. Voilà, c'est comme ça qu'on va trouver les positions et donc la trajectoire de ce que l'on tire. Après, bien sûr, on peut aller plus loin en mettant l'influence du vent, ce qui est fortement recommandé. Hein, donc pour ça c'est très simple, hein. La vitesse du vent s'ajoute algébriquement à la vitesse initiale. Donc c'est comme si on avait une nouvelle vitesse initiale qu'on peut appeler V'0, qui est en fait la somme de la vitesse initiale V0 plus la vitesse du vent. Voilà, on fait simplement comme ça. Donc c'est assez facile, on n'a qu'à remplacer le V0 par le V'0 et c'est fini. Mais ça a vraiment une influence. Vous pouvez le voir, si vous faites tourner le code Python, vous voyez qu'en modifiant la vitesse du vent, le but va plus ou moins loin. Voilà, donc ça c'est pour le développement, hein. On rappelle un peu les équations de la physique, hein. Et après on peut parler des problèmes qu'on a eu pour la programmation Python, mais bon ça chacun fait un peu comme il veut, explique un peu ce qu'il a essayé de faire. Problème étant qu'on ne peut pas montrer le code Python au grand oral, donc on va plus se contenter de parler de physique. Attention donc, parce que pour le jeu, on va beaucoup plus loin que dans le cadre du cours, hein. On a une vitesse initiale, une position initiale, ça d'accord, c'est dans le cours, en exercice on l'a vu, mais on envisage aussi l'effet du vent. On peut changer la gravité également. On peut changer la vitesse du vent, l'angle de tir, la vitesse initiale, et vérifier les changements de ces paramètres sur la trajectoire, hein. Donc c'est quand même un modèle qui est déjà intéressant. Voilà, donc après vous étoffez comme vous voulez, hein, je vous mettrai aussi des exemples, et il faut relier aussi avec les jeux récents, hein. Donc ça on peut le faire dans la conclusion, hein, parce qu'avec le temps les jeux d'artillerie ont beaucoup évolué graphiquement, mais la base reste quand même la même, c'est-à-dire utiliser les lois de la physique pour obtenir un comportement réaliste. Donc qu'est-ce qui a changé avec le temps? C'est plus le côté cosmétique, l'aspect visuel, hein. On a ajouté un terrain de plus en plus complexe et réaliste, on a fait se déplacer les personnages, on a rajouté un intervalle varié, hein, les graphismes sont beaucoup plus beaux, on a fait du online, ça d'accord, mais il reste que c'est toujours le même modèle de la physique, hein, qui est utilisé. Alors après, bien sûr, les jeux récents ont essayé de le perfectionner, ce modèle. Hein. Donc par exemple, dans Call of Duty 4 ou Battlefield 3, on commence à intégrer de nouveaux effets comme l'effet de Coriolis ou l'effet gyroscopique. Mais attention, attention aux dérives. Il ne faut pas perdre de vue les conditions d'application de ces effets. Par exemple, l'effet de Coriolis, on ne peut pas l'envisager pour un tir de sniper qui a une distance quand même assez courte à l'échelle de la planète, hein, même si on peut tirer à 1 ou 2 kilomètres, ce qui est loin pour nous. À l'échelle de la planète, ça fait pas grand-chose, hein. L'effet de Coriolis, on l'envisage plutôt pour les déplacements sur de très longues distances, plusieurs milliers de kilomètres, hein. C'est mieux. Sinon, il est négligeable. En revanche, on peut, dans ce cas-là, pour un tir de sniper, on peut envisager l'effet gyroscopique, hein, qui est dû à la rotation de la balle sur son trajet. Donc ça, on peut l'envisager. Ça serait plus intéressant. Et certains jeux commencent à l'utiliser, mais ils mélangent encore un peu effet de Coriolis et effet gyroscopique. Donc c'est pas encore super réaliste. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en conclusion. Il faut donc veiller à ne pas faire n'importe quoi, juste pour épater les joueurs. Si on veut conserver un modèle physique perfectionné et réaliste, il y a donc encore des progrès à faire. Donc voilà, c'était un exemple de sujet qui mélangeait informatique et physique, appliqué à des choses récentes, hein. Tout le monde, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, des grands jeux, hein. On a quand même vu des exemples avec Call of Duty 4, Battlefield 3, Worms, qui sont très connus.
Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de viser pour le grand oral. Donc n'hésitez pas à commenter, poser des questions. Je vous laisse le code aussi Python en fin de vidéo. Vous pouvez le bidouiller comme vous voulez. Et on se retrouve très bientôt, hein, dès que d'autres idées de sujets me viendront.